Bonjour, je m'appelle Zion, j'ai 32 ans et je suis développeur de logiciels. L'année dernière, j'ai enfin réalisé le rêve américain en achetant ma première maison à Portland. Rien d'extravagant, juste une modeste maison de 2 chambres dans laquelle j'ai mis tout mon cœur pour en faire mon chez-moi. La chambre d'amis était ma plus grande fierté, un espace pour que mes amis et ma famille puissent séjourner lors de leur visite. Nos dîners familiaux du dimanche étaient généralement des moments agréables, mais le mois dernier, l'atmosphère était différente. Quelque chose n'allait pas quand mes parents et ma sœur enceinte, Alay, sont arrivés. Avant de vous raconter comment ma famille a essayé de réquisitionner ma maison, laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû vous affirmer face à votre propre famille. Acheter ma maison n'a pas été facile. Pendant 3 années consécutives, j'ai travaillé plus de 60 heures par semaine, accepté des projets en freelance, et sacrifié vacances et soirées pour économiser pour un apport. Je me souviens encore du jour où mon prêt hypothécaire a été approuvé, le 12 avril. Je me suis assis dans ma voiture devant la banque et j'ai pleuré. De vraies larmes de joie. Aucun de mes amis n'était encore propriétaire. Dans le marché immobilier actuel, le fait que j'ai réussi ce tour de force avant d'avoir 30 ans relevait du petit miracle. La maison elle-même n'a rien de spectaculaire selon la plupart des standards. Juste 150 mètres carrés avec un petit jardin donnant sur une zone boisée qui donne l'illusion de plus d'espace. La cuisine avait besoin d'être modernisée, et la salle de bain avait cette ambiance distincte des années 80 avec ses carreaux bleus poudrés, mais c'était à moi. Chaque lame de parquet qui grince et chaque fenêtre qui laisse passer un courant d'air m'appartenait, et non à un propriétaire qui pouvait augmenter le loyer sur un coup de tête. Cette chambre d'amis, cependant, c'était quelque chose de spécial. J'avais investi plus dans cette pièce que dans n'importe quelle autre partie de la maison, un lit queen size de qualité avec un matelas à mémoire de forme, des rideaux occultants, un petit bureau près de la fenêtre donnant sur le jardin, et une télévision connectée fixée au mur. J'avais même installé des étagères intégrées et les avais remplies de livres et de petits souvenirs qui reflétaient ma personnalité, mais pas au point que les invités se sentent comme des intrus. Les murs étaient peints d'un vert sauge apaisant, une couleur qui, selon mon ami Thomas, qui travaille dans le design d'intérieur, ferait en sorte que les gens se sentent bien accueillis et détendus. Ma relation avec ma famille a toujours été proche mais compliquée. Mes parents, Gérald et Martha, sont de bonnes personnes qui ont travaillé dur toute leur vie. Papa a passé 30 ans dans la même entreprise de fabrication et maman était administratrice d'école primaire. Ils ont bien subvenu à nos besoins, mais la nuance émotionnelle n'était pas leur point fort. Dès le début, il y a eu une dynamique claire. J'étais le responsable, et ma sœur Alay, de 3 ans ma cadette, était l'esprit libre. Cette dynamique signifiait des attentes différentes. Quand j'avais un B à un examen, on me demandait pourquoi ce n'était pas un A. Quand Alay avait un C, on célébrait le fait que ce ne soit pas un D. Quand je voulais aller à un concert au lycée, je devais présenter un plan détaillé, incluant le transport et les contacts d'urgence. Quand Alay voulait la même chose, elle devait juste promettre d'être prudente. Je n'en veux pas à ma sœur pour ça. Ce n'était pas de sa faute, mais avec le temps, cela a créé une entente tacite selon laquelle je serais toujours tenu à un standard plus élevé. Après l'université, je suis resté à Portland tandis qu'Alay a navigué entre les villes et les emplois, serveuse à Chicago, professeur d'anglais à Madrid, employé dans une station de ski au Colorado. Nos parents s'inquiétaient de son manque de direction, mais ils romantisaient aussi ses aventures d'une manière qu'ils ne l'ont jamais fait avec ma progression de carrière stable dans le développement de logiciels. Quand j'ai acheté ma maison, une nouvelle tradition a vu le jour. Les dîners du dimanche chez mes parents sont devenus un rendez-vous hebdomadaire. Maman cuisinait, papa parlait de ses projets de retraite, et Alay se joignait à nous quand elle était en ville. C'était agréable, une façon de rester connecté en tant qu'adulte. Il y a 3 mois, Alay a lâché une bombe lors d'un de ses dîners, elle était enceinte. Le père était Marcus, un gars avec qui elle sortait depuis environ 8 mois. Il travaillait comme ingénieur du son dans des salles de concert locales. Créatif, talentueux, mais avec l'instabilité financière qui accompagne souvent les carrières artistiques. Quand elle lui a parlé de la grossesse pour la première fois, il a paniqué et a dit qu'il avait besoin de temps pour digérer. Cela a laissé Alay incertaine quant à leur avenir ensemble. La réaction de mes parents à la nouvelle de la grossesse a été surprenante. Plutôt que l'inquiétude ou la déception que j'attendais à moitié, ils étaient extatiques. Du jour au lendemain, ma mère a transformé notre ancienne chambre d'enfant en un sanctuaire pour son petit enfant à naître. Elle a acheté de minuscules vêtements,
à rechercher les lits de bébés les plus sûrs et à télécharger une douzaine d'applications pour suivre le développement fœtal. Mon père a commencé à parler de fonds pour l'université et de noms de famille. Leur enthousiasme semblait contourner toutes les préoccupations pratiques concernant le statut de célibataire de Haley, sa relation incertaine ou son manque de revenus et de logement stable. Au milieu de ce tourbillon, j'ai essayé d'être le frère compréhensif. J'ai écouté les craintes de Haley lors d'appels téléphoniques tard dans la nuit. Je lui ai prêté de l'argent pour des rendez-vous médicaux avant que son assurance ne prenne effet. Je l'ai aidé à rechercher des ressources pour parents et à créer un budget. Quand elle passait la nuit chez moi pour éviter l'enthousiasme débordant de nos parents, elle utilisait cette chambre d'amis et commentait à quel point elle s'y sentait en paix. Cette chambre signifiait plus pour moi qu'un simple endroit pour les visiteurs. Elle représentait la réussite, l'indépendance et le type d'adulte que je voulais être, quelqu'un ayant les moyens et l'espace d'accueillir les autres correctement. J'avais prévu de la convertir un jour en partie en bureau à domicile, car mon travail à distance devenait de plus en plus permanent. La pièce symbolisait à la fois mon succès présent et mon potentiel futur. Dans les semaines qui ont suivi l'annonce de la grossesse de Haley, nos dîners du dimanche ont pris un nouveau tournant. Chaque conversation revenait d'une manière ou d'une autre au bébé. Ma mère apportait des nuanciers de peinture et des catalogues de lits de bébé. Mon père parlait d'installer de meilleures sécurités dans l'appartement de Haley. Personne ne semblait s'inquiéter de l'absence continue de Marcus ou de la situation financière de Haley. Quand je soulevais doucement ces questions pratiques, on me disait de ne pas jouer les rabat-joie ou de ne pas trop m'inquiéter. Le schéma établi dans notre enfance se poursuivait, la vie de Haley était abordée avec une foi optimiste que tout s'arrangerait, tandis que l'on s'attendait à ce que je sois pragmatique pour tout, sauf pour la situation de Haley. Le dimanche qui a tout changé a commencé assez normalement. J'ai passé la matinée à rattraper mon travail, puis j'ai conduit le trajet familier de 20 minutes jusqu'à la maison de banlieue de mes parents. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur leur pelouse bien entretenue. En arrivant dans l'allée, j'ai remarqué que la voiture de Haley était déjà là, ce qui était inhabituel. Elle arrivait généralement juste à temps ou légèrement en retard. En m'approchant de la maison, j'ai senti un courant sous-jacent de tension avant même d'ouvrir la porte. Appelez ça de l'intuition ou simplement des années d'expérience à lire l'humeur de ma famille, mais quelque chose clochait. Les bruits habituels de ma mère s'affairant dans la cuisine ou de mon père regardant le sport dans le salon étaient absents. À la place, il y avait un étrange silence d'attente. « Je suis là !» ai-je crié en entrant, suspendant ma veste au crochet près de la porte. Le même crochet qui était le mien depuis l'école primaire. Dans la salle à manger, ma mère a répondu, sa voix portant un ton inhabituel d'excitation à peine contenu. Ils étaient tous déjà assis. Une autre entorse à notre routine habituelle de rassemblement informel dans la cuisine pendant les derniers préparatifs du dîner. Mon père était assis en bout de table, tapotant des doigts sur le bois. Ma mère arrangeait des fleurs dans un vase que je n'avais jamais vu auparavant. Haley était assise, les mains croisées sur son ventre légèrement arrondi, avec une expression que je n'arrivais pas à déchiffrer, entre nerveuse et désolée. Suis-je en retard ? J'ai regardé ma montre, confus par cette mise en scène formelle. Pile à l'heure, a dit mon père, vérifiant sa propre montre comme pour confirmer un rendez-vous programmé plutôt qu'un repas de famille. Nous sommes juste impatients de commencer. Ta mère a fait un rôti de bœuf. La table était dressée avec la belle porcelaine, celle réservée pour Thanksgiving et Noël, et il y avait des bougies, non allumées, mais positionnées comme pour une occasion spéciale. Ma mère avait préparé tous mes plats préférés, rôti de bœuf avec carottes et pommes de terre, petit pain fait maison, et je pouvais sentir une tarte aux pommes cuire au four. On aurait dit un dîner d'anniversaire, sauf que ce n'était l'anniversaire de personne. Alors que nous commencions à manger, la conversation semblait forcée. Ma mère bombardait Haley de questions sur son état, si elle se reposait assez, si les vitamines prénatales aidaient avec ses nausées matinales. Mon père ramenait constamment la conversation sur des sujets liés au bébé. Haley avait-elle déjà pensé à des prénoms ? Espérait-elle un garçon ou une fille ? Voulait-elle connaître le sexe avant la naissance ou être surprise ? Pendant tout ce temps, Haley répondait à voix basse, picorant sa nourriture plus qu'elle ne la mangeait. Son habituelle verve narrative était absente. Elle n'établissait pas de contact visuel avec moi, ce qui était particulièrement étrange. J'ai essayé d'introduire des sujets neutres, un nouveau projet au travail, un sentier de randonnée que j'avais découvert près de chez moi, un documentaire que je pensais qu'il pourrait apprécier. Mais chaque tentative est tombée à plat, avec des réponses minimales avant que quelqu'un ne revienne à l'essentiel. Le bébé.
Mon père a vérifié sa montre au moins 5 fois pendant le plat principal. Ma mère a rempli le verre d'eau de Haley si fréquemment que ça devenait presque comique. Toute la scène ressemblait à une mauvaise pièce de théâtre amateur. Chacun récitant ses répliques sans conviction en attendant l'acte principal. Finalement, alors que ma mère servait la tarte aux pommes, mon père s'est raclé la gorge avec une théâtralité délibérée. Il a posé sa fourchette, a croisé les mains sur la table et m'a regardé avec ce que je reconnaissais comme son expression des « annonces importantes », le même regard qu'il avait eu en nous parlant de changement de travail ou la fois où il avait décidé de surprendre ma mère avec une croisière pour leur 20e anniversaire. Il a commencé, sa voix prenant une qualité formelle. Nous avons réfléchi à la situation du bébé et nous avons trouvé la solution parfaite. J'ai hoché la tête, prenant une bouchée de tarte, supposant qu'ils allaient mentionner aider Haley avec son appartement ou peut-être lui proposer de l'héberger chez eux jusqu'à ce qu'elle règle les choses avec Marcus. Ta chambre d'amis ferait une nurserie idéale, a-t-il continué. Elle reçoit une excellente lumière naturelle. C'est une bonne taille, et tu as cette deuxième salle de bain juste en face. Je me suis figé, la bouchée à moitié mâchée, le goût sucré de la cannelle et de la pomme se transformant en carton dans ma bouche. Nous avons déjà commencé à regarder des lits de bébé et des tables à langer, a ajouté ma mère, l'excitation débordant. Nous avons trouvé le plus bel ensemble chez Burlington Baby, en bois massif, qui se transforme en lit d'enfant plus tard. Nous pensions que le blanc irait bien avec tes murs vert sauge. Il sera livré à ton adresse mardi prochain, a ajouté mon père nonchalamment, comme s'il discutait de la météo. Nous avons fait une excellente affaire, 20% de réduction sur le modèle d'exposition. Le silence qui a suivi semblait assez épais pour être tranché au couteau. J'ai posé ma fourchette, conscient que ma main avait commencé à trembler légèrement. En face de moi, Haley étudiait son assiette avec une concentration intense. « Pardon », ai-je finalement réussi à dire, ma voix me semblant étrangement distante. « Vous avez commandé des meubles pour ma maison sans me le demander ?» Ma mère a agité une main dédaigneuse. « Nous savions que ça ne te dérangerait pas. Tu dis toujours que cette pièce n'est pas assez utilisée. » « Je n'ai jamais dit ça, » ai-je répondu, luttant toujours pour comprendre ce qui se passait. « Eh bien, elle ne l'est pas, » a déclaré mon père catégoriquement. Et Haley a besoin d'un endroit où rester jusqu'à ce qu'elle soit sur pied avec le bébé. C'est tout à fait logique. Tu as tout cet espace, a ajouté ma mère. Et tu es à peine à la maison avec toutes les heures que tu travailles. De cette façon, Haley et le bébé seront pris en charge, et tu auras de la compagnie. J'ai regardé ma sœur, qui a finalement levé les yeux pour croiser les miens. Son expression contenait un mélange de culpabilité et d'espoir. Tu étais au courant de ça, lui ai-je demandé directement. Ils m'ont parlé de l'idée, a-t-elle admis doucement. Je leur ai dit que nous devrions d'abord t'en parler, mais nous savions que tu voudrais aider ta sœur, a interrompu ma mère. La famille est de la famille, Zion. C'est comme ça que nous t'avons élevé. Le décalage entre leur planification et ma réalité semblait surréaliste. Ils avaient pris des décisions concernant ma maison, mon espace personnel pour lequel j'avais travaillé si dur, sans même une conversation de courtoisie. L'hypothèse que j'allais simplement me plier à leur plan sans poser de questions reflétait un manque fondamental de respect pour mon autonomie. Je pense que nous devons revenir en arrière, ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale. C'est la première fois que j'entends parler de tout ça, et vous avez déjà commandé des meubles à livrer chez moi. N'en fais pas toute une histoire, a dit mon père en fronçant les sourcils. C'est juste un lit de bébé et quelques articles essentiels. Nous aiderons avec le reste de ce dont elle a besoin. Ce n'est pas la question, ai-je rétorqué, sentant la chaleur me monter au visage. La question est que vous avez pris une décision importante concernant ma maison sans même m'en parler d'abord. Nous en parlons maintenant, a dit ma mère, son sourire vacillant légèrement. Et tout est réglé. Haley peut emménager le week-end prochain. J'ai déjà emballé la plupart de ses affaires de son appartement. La prise de conscience que ce n'était pas une suggestion, mais un fait accompli m'a frappé comme un coup physique. Il ne me consultait pas, il m'informait d'une décision déjà prise. Alors que les implications se bousculaient dans mon esprit, ma vie privée, ma routine, mon espace, tout fondamentalement altéré sans mon consentement, j'ai senti quelque chose changer en moi. Toute une vie à accommoder les attentes de ma famille est entrée en collision avec les limites que je n'avais que récemment appris à établir en tant qu'adulte indépendant. Non, ai-je dit doucement. Ça n'arrivera pas, le mot est resté suspendu dans l'air comme un coup de tonnerre avant un orage. Que veux-tu dire par non, a demandé mon père,
sa voix se durcissant. Le concept lui semblait véritablement étranger, que je puisse refuser cette directive familiale. Je veux dire que je ne vais pas convertir ma chambre d'amis en nurserie et que Alec n'emménage pas chez moi, ai-je clarifié, en gardant mon ton aussi neutre que possible, malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. L'expression de ma mère est passée de la confusion à la blessure. Zion, c'est de ta sœur que nous parlons. Ta sœur est ton neveu ou ta nièce. Je comprends ça, ai-je dit. Et je veux aider Alec, mais pas comme ça. Pas en faisant emménager quelqu'un chez moi sans aucune discussion ni consentement. C'est juste temporaire, a insisté mon père, en soulignant chaque syllabe comme s'il parlait à quelqu'un avec une compréhension limitée, jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau sur pied. Peut-être 6 mois, 1 an au plus. 1 an, ai-je répété, le laps de temps rendant la situation encore plus absurde. Ta maison est de toute façon trop grande pour une seule personne, a interjeté ma mère. Tout cet espace gaspillé alors que ta sœur a besoin d'aide. Ce commentaire a touché une corde sensible. Ma maison, trop grande, était une modeste maison de 2 chambres que j'avais étiré mes finances pour m'offrir spécifiquement afin d'avoir une chambre d'amis et un bureau à domicile. La suggestion que mon espace personnel était en quelque sorte gaspillé, s'il n'était pas utilisé par d'autres me semblait profondément invalidante. Ma maison est exactement de la bonne taille pour ma vie, ai-je répondu fermement. Je l'ai achetée avec des objectifs précis en tête, et transformer la chambre d'amis en nurserie permanente n'en fait pas partie. Mon père s'est penché en avant, son expression changeant pour celle qu'il utilisait lorsqu'il avançait ce qu'il considérait comme un argument convaincant. Zion, tu as une responsabilité ici. Tu es établi, financièrement stable. Alec fait face à la maternité célibataire. En tant que son frère, c'est ton devoir de prendre les choses en main. Le mot « devoir » a déclenché des souvenirs d'innombrables moments de mon enfance où mes préférences personnelles étaient subordonnées aux attentes familiales. La fois où j'ai dû renoncer au camp d'été pour aider avec les leçons de natation de Alec. L'entretien pour une bourse universitaire que j'ai manqué pour conduire Alec à une audition alors que mes parents ne le pouvaient pas. La fête de remise des diplômes écourtée parce que Alec avait une crise émotionnelle à cause d'une rupture. Chaque exemple renforçait le message, les besoins de Alec passaient en premier. Je suis heureux d'aider, Alec, ai-je dit en me tournant pour regarder directement ma sœur, qui était restée étrangement silencieuse. Mais j'ai besoin de l'entendre de sa part. Est-ce ce que tu veux, Alec? Emménager chez moi, était-ce ton idée? Alec a tripoté sa serviette, ses yeux passant de nos parents à moi avant de se fixer sur moi. Pas exactement, a-t-elle admis. Maman et papa l'ont suggéré quand Marcus et moi avons commencé à avoir des problèmes. Quel genre de problème, ai-je demandé, réalisant que je n'avais pas beaucoup entendu parler de Marcus récemment. Alec a soupiré, sa main se déplaçant inconsciemment vers son ventre arrondi. Il panique à l'idée de devenir père. Il a dit qu'il avait besoin d'espace pour réfléchir s'il pouvait gérer ça. Il est chez son ami depuis 2 semaines. C'était nouveau pour moi. Malgré nos conversations régulières, Alec avait minimisé l'étendue de leurs problèmes de couple. J'ai ressenti une vague de préoccupation sincère pour sa situation, indépendamment de la violation de mes limites. Je ne savais pas que les choses étaient devenues si difficiles, ai-je dit plus doucement. Les larmes ont monté aux yeux de Alec. Je ne voulais pas t'inquiéter. Et puis maman et papa ont commencé à faire tous ces plans, disant à quel point ce serait parfait si je vivais avec toi, comment tu pourrais aider avec le bébé pendant que je me remettrais sur pied. Sa voix s'est éteinte. Nous avons déjà dit à tout le monde que c'était réglé, a-t-elle ajouté d'une petite voix. Grand-mère, mes amis, tout le monde pense que j'emménage chez toi la semaine prochaine. La manipulation est devenue plus claire. Mes parents avaient non seulement pris des décisions concernant ma maison sans me consulter, mais ils avaient aussi créé une pression sociale en annonçant ces plans à notre famille élargie et au cercle social de Alec. Ils avaient fabriqué une situation où mon refus me ferait paraître cruel et peu solidaire. Ce n'était pas juste pour Zion, a reconnu ma mère de manière inattendue, bien que ses mots suivants aient sapé cet aveu. Mais nous savions qu'une fois qu'il comprendrait la situation, il voudrait t'aider. Tu as toujours été le responsable, Zion. Celui sur qui nous pouvions compter. Et voilà, le schéma familier mis à nu. Mon rôle de « responsable » n'était pas un compliment. C'était une attente que je m'accommode des besoins de tout le monde au détriment des miens. Toute une vie de souvenirs a défilé dans mon esprit. À 8 ans,
renonçant à mon nouveau vélo pour que Ale puisse apprendre à en faire parce qu'elle était devenue trop grande pour son tricycle et que mes parents ne voulaient pas acheter un autre vélo cette année-là. À 16 ans, ayant mon couvre-feu strictement appliqué tandis qu'Ale, à 13 ans, était autorisée à rester dehors plus tard parce qu'elle avait une personnalité sociale différente. À 22 ans, subissant des pressions pour prendre un emploi près de la maison pour aider la famille tandis qu'Ale était encouragée à voir le monde après l'université. Chaque exemple renforçait la dynamique, mes limites étaient flexibles, négociables, finalement sans importance dans la hiérarchie des besoins de la famille. C'était un schéma que je n'avais commencé à reconnaître et à aborder en thérapie qu'au cours des 2 dernières années. Je comprends que Ale a besoin de soutien en ce moment, ai-je dit en choisissant mes mots avec soin. Mais la faire emménager chez moi sans même me le demander d'abord n'est pas la bonne façon de fournir ce soutien. Il y a d'autres options que nous pourrions discuter ensemble. Comme quoi, a contesté mon père. Son bail d'appartement se termine à la fin du mois. Marcus n'est pas fiable. Elle a besoin de stabilité pour le bébé. Peut-être qu'elle pourrait rester ici avec vous et maman, ai-je suggéré raisonnablement. Vous avez plus d'espace que moi, et vous parlez tous les deux de prendre votre retraite bientôt. Les expressions horrifiées qui ont traversé les visages de mes 2 parents auraient été comiques dans un autre contexte. Nous ne pouvons pas avoir un bébé dans la maison à notre âge, a protesté ma mère. Les pleurs, le manque de sommeil. Nous sommes dans la soixantaine. Mais vous vous attendez à ce que je gère ça tout en travaillant 60 heures par semaine, ai-je demandé, le double standard étant flagrant. Tu es jeune, a dit mon père avec dédain. Tu peux mieux t'adapter. En plus, a ajouté ma mère, nous aiderons déjà en faisant du babysitting pendant la journée quand tu seras au travail. Nous avons tout planifié. Toutes leurs solutions avaient été construites sans tenir compte de mon avis, de mes besoins ou de la réalité pratique de ma vie. Ils avaient décidé du rôle que je jouerais dans ce scénario sans prendre la peine de me demander si c'était un rôle que je voulais ou que je pouvais assumer. Je veux aider Ale, ai-je répété en me tournant vers ma sœur. Je peux t'aider à trouver un nouvel appartement, contribuer à la caution, peut-être même aider avec certaines dépenses mensuelles jusqu'à ce que tu aies réglé la pension alimentaire avec Marcus. Mais je ne peux pas vous faire emménager, toi et un nouveau-né, chez moi. Plutôt que de l'appréciation pour ces offres d'aide substantielles, les expressions de mes parents se sont assombries de désapprobation. Le message était clair, tout ce qui n'était pas un acquiescement total à leur plan était insuffisant. Je n'aurais jamais pensé que mon propre fils serait si égoïste, a dit ma mère, brandissant doucement le mot comme une arme. L'accusation d'égoïsme de ma mère flottait dans l'air comme un gaz toxique, étouffant toute chance de discussion raisonnable. La bouffée de chaleur familière de la honte, une réponse physiologique conditionnée par des années d'accusations similaires chaque fois que je donnais la priorité à mes besoins, me monta au cou. Vouloir un respect de base pour ma maison et mes limites n'est pas égoïste, ai-je rétorqué, luttant pour maintenir mon sang-froid. Ça l'est quand ta sœur a besoin de toi, a répliqué mon père, le volume augmentant. Ce n'est pas une étrangère qui demande des faveurs, Zion. C'est la famille. La famille devrait respecter les limites de chacun, ai-je insisté. La famille devrait avoir des conversations avant de prendre des décisions importantes qui affectent tout le monde. Oh, alors maintenant nous avons besoin d'une permission formelle pour aider ta sœur ? Le visage de mon père avait rougi, une veine pulsant visiblement à sa tempe. Qu'est-il advenu des valeurs avec lesquelles nous t'avons élevé ? La famille d'abord, toujours. Ale a brusquement repoussé sa chaise de la table, le bruit grinçant fortement contre le parquet. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se hâtait de quitter la salle à manger pour se diriger vers la salle de bain au bout du couloir. Le son de la porte claquant a ponctué sa sortie. « Regarde ce que tu as fait », a sifflé ma mère, jetant sa serviette sur la table. Énerver une femme enceinte. Es-tu fier de toi ? L'injustice de cette accusation, alors qu'ils avaient orchestré toute cette situation, a enflammé quelque chose en moi. Des années à ravaler ma frustration pour maintenir la paix menacée d'éclater d'un seul coup. Je ne l'ai pas énervé, ai-je dit, la voix légèrement tremblante. C'est cette situation que vous avez créée qui l'énerve, la mettant au milieu d'un conflit qui aurait pu être évité avec une simple conversation avant que vous ne commenciez à faire des plans pour ma maison. Ma mère s'est levée et est allée après Ale, s'arrêtant dans l'embrasure de la porte pour lancer un dernier coup. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où mon fils abandonnerait sa propre sœur quand elle a le plus besoin de lui. Seul avec mon père, la tension dans la pièce s'est épaissie. Il s'est penché en avant, baissant la voix comme s'il partageait une confidence, bien que son ton soit resté dur. Voici ce qui se passe vraiment, Zion.
La livraison des meubles est prévue pour mardi à 10 h du matin. Je leur ai déjà donné la clé de ta maison pour y accéder au cas où tu serais au travail. La déclaration m'a frappé comme un coup physique. Tu as fait quoi? La clé de rechange que tu nous as donnée pour les urgences, a-t-il clarifié comme si cela rendait la violation moins grave. C'était juste logique puisque tu es au bureau la plupart des jours. Tu as donné à des étrangers l'accès à ma maison sans me le dire? La violation de mes limites ne cessait de s'étendre de manière que je n'avais pas imaginé possible. Il a balayé mon inquiétude d'un geste de la main. Ce ne sont pas des étrangers. C'est le service de livraison de Burlington Baby. Très réputé. Mon esprit s'est emballé avec les implications. Que avait-il fait d'autre à mon insu? Avez-vous été chez moi récemment, ai-je demandé, une terrible suspicion se formant. L'hésitation momentanée de mon père a confirmé mes craintes avant même qu'il ne parle. Nous y avons emmené aller le week-end dernier pour mesurer la pièce. Tu étais à cette conférence de travail à Seattle. Vous êtes entré chez moi quand je n'étais pas à la maison. Sans demander ni même me le dire. Chaque révélation semblait pire que la précédente. Ne sois pas si dramatique, a-t-il rejeté. Nous sommes tes parents, pas des cambrioleurs. Nous aidions juste aller à planifier l'agencement de la nurserie. Elle pense que le lit de bébé serait mieux sous la fenêtre, mais ta mère s'inquiète des courants d'air. La manière désinvolte dont ils faisaient référence à leur intrusion et à leur plan de réaménagement pour ma maison m'a laissé momentanément sans voix. J'ai eu du mal à traiter les multiples violations de confiance et de respect qui se produisaient simultanément. Nous avons même pris des échantillons de peinture, a-t-il continué, inconscient de mon horreur croissante. Ce verso est joli, mais quelque chose de plus chaud serait mieux pour un bébé. Allez aime un jaune pâle. Vous prévoyez de repeindre ma chambre d'amis? Ai-je demandé, incrédule. Eh bien, ce ne sera plus une chambre d'amis, a-t-il déclaré comme s'il expliquait quelque chose d'évident à un enfant. Ce sera la nurserie. Essaie de suivre, Zion. La condescendance dans son ton a brisé quelque chose en moi. La retenue prudente que j'avais maintenue a commencé à s'effriter. C'est de la folie, ai-je dit, ma voix s'élevant malgré mes efforts pour rester calme. Vous ne pouvez pas simplement décider de rénover des parties de ma maison sans ma permission. Je suis le propriétaire de cette maison. C'est ma propriété, pas une commune familiale. L'expression de mon père s'est durcie. Ne prends pas ce ton avec moi. Nous essayons de résoudre une crise familiale ici, et tu agis comme si nous t'imposions quelque chose. C'est de ton neveu ou de ta nièce que nous parlons. Et je me soucie d'eux, ai-je insisté. Mais cela ne signifie pas renoncer à ma maison et à ma vie privée sans avoir mon mot à dire. Vie privée, a-t-il ricané. Pourquoi as-tu besoin de toute cette vie privée de toute façon? Ce n'est pas comme si tu ramenais une fille différente chaque week-end. La pique sur ma situation amoureuse, j'étais célibataire depuis environ 1 an après une rupture difficile, m'a semblé particulièrement basse. Elle a également révélé une autre dimension de leur plan. Ils voyaient mon célibat comme rendant mon espace disponible pour un usage familial, comme si être célibataire signifiait que ma maison était en quelque sorte moins légitime, moins la mienne. Ma situation amoureuse n'a rien à voir avec ça, ai-je dit fermement. Et ça ne rend pas ma maison moins la mienne. Ma mère est revenue dans la salle à manger, l'air sombre. Allée est allongée dans son ancienne chambre. Sa tension artérielle semble élevée. J'espère que tu es satisfait. Avant que je puisse répondre à cette flagrante tentative de culpabilisation, elle a continué avec ce qui semblait être un discours répété. Il y a autre chose que tu devrais savoir, Zion. Ton père et moi avons discuté et nous pensons qu'il est juste que tu aides avec les dépenses de aller pour le bébé. Elle aura besoin de beaucoup de soutien et comme tu t'en sors si bien financièrement. L'audace m'a laissé momentanément stupéfait. Non seulement il prévoyait de faire emménager ma sœur chez moi sans permission, mais il s'attendait aussi à ce que je la soutienne financièrement, elle et le bébé. Laissez-moi bien comprendre, ai-je dit lentement. Vous voulez que je renonce à ma chambre d'amis, à ma vie privée et à ma routine pour héberger ma sœur et son nouveau-né? Et vous vous attendez à ce que j'aide à payer les dépenses du bébé? Ne le dis pas comme ça, a réprimandé ma mère. Tu fais comme si c'était un fardeau au lieu d'une bénédiction. C'est ta famille, ta propre chair et ton propre sang. Et ma vie? Mes choix? Est-ce qu'ils comptent pour quelque chose dans cette famille? Le visage de mon père s'est assombri. Quand tu auras un enfant qui dépend de toi, tu comprendras que le confort personnel passe au second plan.
Ta sœur a besoin de notre aide. De toute notre aide. J'ai offert de l'aide, leur ai-je rappelé. Une aide financière, de l'aide pour trouver un appartement, un soutien continu. Mais ce n'est pas assez pour vous, n'est-ce pas? La seule solution acceptable est celle où je sacrifie ma maison et mon autonomie. Maintenant, tu deviens inutilement difficile, a déclaré mon père, sa patience s'évaporant visiblement. Ce n'est pas une négociation, Zion. C'est ce qui va se passer. Les meubles arrivent mardi. Allez emménage le week-end prochain. Si tu te soucies vraiment de ta sœur, tu arrêteras de rendre les choses plus difficiles qu'elles ne le doivent. L'ultimatum était clair, acquiescer à leur plan ou être qualifié d'égoïste, d'insouciant, de mauvais frère. C'était du chantage affectif, pur et simple. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. La sueur perlait le long de mes cheveux. Une oppression familière m'étreignait la respiration, les manifestations physiques de la réponse au stress qui était devenu trop familière dans les conflits familiaux tout au long de ma vie. Dans le passé, c'était le moment où j'aurais cédé. L'inconfort physique du conflit combiné au poids émotionnel de leur désapprobation m'amenait généralement à renoncer à ma position pour rétablir la paix. Je l'avais fait d'innombrables fois auparavant, ravalant mes objections, acceptant leurs décisions, ajustant ma vie pour accommoder les exigences familiales tout en recevant une considération minimale en retour. Mais quelque chose était différent cette fois. Peut-être était-ce la thérapie que j'avais suivie, apprenant à reconnaître et à valider mes propres besoins. Peut-être était-ce l'indépendance durement acquise représentée par ma maison. Ou peut-être était-ce simplement que cette violation de mes limites était si flagrante, si fondamentalement irrespectueuse, que l'acquiescement semblait impossible. Quelle que soit la raison, alors que j'étais assis à la table de la salle à manger de mes parents, le théâtre de tant de négociations familiales dont j'étais sorti perdant, j'ai senti quelque chose changer en moi. Toute une vie à plier pour maintenir l'harmonie familiale avait créé un schéma qui se poursuivrait indéfiniment à moins que je ne trouve le courage de le briser. Non, ai-je répété, le mot se sentant plus fort sur ma langue cette fois. Ça n'arrivera pas. Pas comme ça. Le visage de mon père a rougi d'une teinte dangereuse. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai dit non, ai-je répété, surpris par la fermeté de ma voix. Je ne participerai pas à ce plan. C'est ma maison, et c'est moi qui décide qui y vit et comment les pièces sont utilisées. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a interjeté ma mère, la voix tremblante d'émotion. Tous les sacrifices que nous avons faits, et c'est comme ça que tu nous remercies, en abandonnant ta sœur quand elle a le plus besoin de toi. L'accusation a piqué, mais je l'ai reconnue pour ce qu'elle était, une tactique de manipulation qui avait fonctionné efficacement par le passé. Cette fois, j'ai refusé de mordre à l'hameçon. Je n'abandonne pas Allais, ai-je clarifié. J'établis une limite concernant ma maison. Il y a une différence. Des limites, a craché mon père, comme si le mot avait un goût amer. Où as-tu appris ces bêtises de thérapie? La famille n'a pas de limite, Zion. La famille est la l'une pour l'autre. Point final. Les familles saines se respectent mutuellement, ai-je rétorqué. Elles ne prennent pas de décisions majeures concernant la vie et les biens des autres sans consultation. Elles n'entrent pas dans les maisons des autres sans permission ni ne donnent les clés à des étrangers. Les larmes de ma mère coulaient librement maintenant, une démonstration qui avait historiquement garanti ma reddition immédiate. Je ne te reconnais même plus. Qu'est-il arrivé à mon gentil garçon qui mettait toujours la famille en premier? Il a grandi, ai-je répondu simplement. Il a acheté une maison et a établi une vie qui mérite un respect de base. Mon père s'est levé brusquement, sa chaise crissant contre le sol. Assez de ces bêtises. Voici ce qui va se passer. Tu vas arrêter ce comportement égoïste et faire ce qui est juste pour ta sœur. Les meubles arrivent mardi. Allez emménage samedi. Fin de la discussion. Son ton, celui qui avait réglé d'innombrables désaccords d'enfance avec sa finalité, n'avait plus le même pouvoir. Je suis resté assis, le regardant fixement. Non, papa. Voici ce qui va réellement se passer. Je vais appeler le magasin de meubles demain et annuler la livraison. Je vais changer mes serrures et je vais aider Allais à trouver des arrangements alternatifs qui n'impliquent pas d'emménager chez moi. Le silence stupéfait qui a suivi a semblé être la conséquence d'une explosion. La bouche de mon père s'est ouverte et fermée sans un son, comme un poisson se retrouvant soudain hors de l'eau. Les larmes de ma mère se sont brusquement arrêtées alors qu'elle me fixait, apparemment incrédule. Tu irais aussi loin? A-t-elle finalement murmuré.
Changer tes serrures pour garder ta propre famille à l'extérieur. Pour protéger mes limites. Oui, ai-je confirmé. Je ne devrais pas avoir à le faire, mais vous ne m'avez laissé aucun choix en entrant chez moi sans permission et en donnant ma clé à des étrangers. Mon père a retrouvé sa voix, maintenant dangereusement calme. Si tu fais ça, si tu tournes le dos à ta sœur quand elle a besoin de toi, ne t'attends pas à ce que les choses soient les mêmes entre nous. La menace était implicite mais claire. Rentre dans le rang ou fais face à une rupture familiale. C'était l'option nucléaire, le levier ultime qu'il croyait qui forcerait ma conformité. À ce moment-là, au bord d'une rupture familiale potentielle, j'ai ressenti un calme surprenant. L'anxiété qui s'était accumulée tout au long de la confrontation s'est estompée, remplacée par une clarté que je n'avais pas anticipée. Je suis désolé que vous le voyiez de cette façon, ai-je dit. Je ne tourne pas le dos à Haley. Je propose une aide substantielle qui respecte les besoins de tout le monde, y compris les miens. Si ce n'est pas assez pour vous, alors peut-être que nous avons besoin d'un peu de distance jusqu'à ce que vous puissiez respecter mes limites. Sors, a dit mon père en montrant la porte. Sors de cette maison jusqu'à ce que tu sois prêt à faire partie de cette famille correctement. Je me suis levé lentement, me sentant étrangement détaché du drame qui se déroulait. Je ferai toujours partie de cette famille, papa. Mais être une famille ne signifie pas sacrifier mon autonomie ou permettre que mes limites soient violées. Va-t'en, c'est tout, a sangloté ma mère, se détournant comme si elle ne pouvait pas supporter de me regarder. Je me suis dirigé vers le couloir, m'arrêtant devant l'ancienne chambre de Haley. Après un moment d'hésitation, j'ai frappé doucement. Haley, c'est moi. On peut parler avant que je parte. Il n'y a pas eu de réponse. Après avoir attendu un temps raisonnable, j'ai appelé à travers la porte. Je t'appellerai demain. On trouvera une solution. Je te le promets. Le trajet du retour a semblé surréaliste. Les lampadaires se brouillaient à travers des larmes inattendues alors que l'adrénaline de la confrontation cédait la place aux conséquences émotionnelles. Mon téléphone a vibré à plusieurs reprises dans ma poche, probablement mes parents continuant la dispute par texto, mais je l'ai laissé intact jusqu'à ce que je sois en sécurité à la maison. Quand j'ai finalement vérifié, les messages étaient exactement ce à quoi je m'attendais. De papa, ton comportement ce soir était inexcusable. Ta mère est dévastée. De maman, comment as-tu pu faire ça à Haley? Elle pleure à cause de toi. De maman encore, appelle-nous quand tu seras prêt à t'excuser et à faire ce qu'il faut. Puis, de manière inattendue, un message de ma tante, la sœur de ma mère. Ta mère vient de m'appeler, très contrariée. Elle a dit que tu avais refusé d'aider Haley avec le bébé. Ça ne te ressemble pas. Qu'est-ce qui se passe? L'arbre téléphonique familial avait été activé. Bientôt, tous les parents auraient entendu une version des événements me présentant comme le méchant qui refusait d'aider sa sœur enceinte. La connaissance de cela aurait dû intensifier ma détresse, mais au lieu de cela, elle a renforcé ma résolution. Ce schéma de manipulation par l'opinion familiale avait fonctionné par le passé parce que je me souciais profondément de la façon dont j'étais perçu. Maintenant, je me souciais davantage de rester fidèle à ma vérité que de gérer les perceptions des autres à mon égard. J'ai envoyé une brève réponse à ma tante. Il y a plus à l'histoire. Je t'appellerai demain pour t'expliquer. Cette nuit-là, le sommeil s'est avéré insaisissable. J'ai fait les 100 pas dans ma maison, la voyant soudain avec de nouveaux yeux, non seulement comme mon espace personnel, mais comme un territoire que je devais défendre. La chambre d'amis, avec ses meubles soigneusement choisis et ses murs verts paisibles, ressemblait maintenant à un champ de bataille. Je l'imaginais transformé contre ma volonté. De la peinture jaune recouvrant ma couleur choisie, des meubles de bébé remplaçant le bureau où je travaillais parfois, le sanctuaire calme devenant une nurserie chaotique. Vers 3 heures du matin, mon téléphone a sonné avec un appel de Haley. J'ai répondu immédiatement. Ça va, ai-je demandé. Sa voix semblait congestionnée par les pleurs. Non. Tout est un gâchis. Maman et papa sont furieux et je suis prise au milieu. Je suis désolé pour ça, ai-je dit sincèrement. Rien de tout cela n'est de ta faute. N'est-ce pas, a-t-elle rétorqué. Si je n'étais pas tombée enceinte, si j'avais été plus prudente avec Marcus. Haley, arrête. Ta grossesse n'est pas le problème ici. Le problème, c'est que maman et papa prennent des décisions concernant ma maison sans mon avis ni mon consentement. Une longue pause a suivi avant qu'elle ne reprenne la parole. Ils ne t'ont vraiment rien dit avant ce soir, n'est-ce pas?
Pas un mot, ai-je confirmé. Est-ce qu'ils t'ont laissé croire que j'étais au courant de ce plan? Ils ont dit qu'ils t'en parleraient et que tu étais d'accord avec l'idée générale, a-t-elle admis. J'aurais dû vérifier avec toi directement. Je suis désolé. Ces excuses, les premières que quelqu'un m'ait offertes depuis le début de cette histoire, ont desserré quelque chose de serré dans ma poitrine. C'est bon. Nous pouvons régler ça ensemble, sans qu'il nous dicte les termes. Je ne sais pas quoi faire, Zion, a-t-elle dit, sa voix petite. Mon bail se termine. Marcus est évasif, et j'ai peur de faire ça seul. Tu n'es pas seul, les jeux assurés. Je suis là pour toi, mais pas de la manière que maman et papa ont décidé. Pouvons-nous nous voir demain, juste nous deux? Discuter de vraies options? Elle a accepté de se retrouver pour un café l'après-midi suivant. Alors que je sombrais finalement dans un sommeil épuisé vers l'aube, j'ai réalisé que le week-end était devenu un creuset testant non seulement ma relation avec ma famille, mais aussi ma relation avec moi-même et ma propre autonomie. Le lendemain matin a apporté de nouveaux défis. Un appel du magasin de meubles a confirmé que mes parents avaient bien programmé une livraison à mon adresse. Lorsque j'ai tenté de l'annuler, j'ai découvert qu'ils avaient versé un acompte non remboursable en utilisant mon nom et mon adresse. Démêler cela a nécessité plusieurs appels et l'explication humiliante que non, je n'avais pas autorisé cet achat. Plus tard, un texto de mon père m'a informé qu'il avait dit aux voisins de s'attendre à des camions de livraison le mardi, ajoutant une autre couche de complications sociales à démêler. Le dimanche après-midi, j'avais reçu des appels ou des textos de 2 oncles, une tante, ma grand-mère et 3 cousins, tous exprimant divers degrés d'inquiétude, de déception ou de critique pure et simple de mon refus d'aider la famille. La campagne de pression coordonnée était aussi transparente qu'efficace pour augmenter mon niveau de stress. Malgré tout cela, lorsque j'ai rencontré Allais dans un petit café à égale distance de nos maisons, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Le pire était arrivé, j'avais tenu bon, j'avais fait face aux retombées familiales, et j'étais toujours debout. Quelque chose qui m'avait terrifié pendant des années s'était produit, et bien que douloureux, cela ne m'avait pas détruit. Le café offrait un territoire neutre pour que Allais et moi puissions parler sans l'influence de nos parents. Elle avait l'air épuisée, des cernes sombres sous les yeux, contrastant vivement avec l'éclat de la grossesse dont tout le monde parle mais que peu de gens vivent réellement. J'ai appelé un serrurier ce matin, lui ai-je dit après que nous nous soyons installés avec nos boissons, un déca pour elle, un triple expresso pour moi après ma nuit blanche. Ils viennent demain pour changer toutes les serrures. Elle a grimacé mais a hoché la tête en signe de compréhension. Je ne te blâme pas. Ce que maman et papa ont fait était bien au-delà des limites. Sa reconnaissance a été comme une petite victoire. J'ai aussi parlé à ma thérapeute, ai-je continué. Elle m'a aidé à rédiger un email à envoyer à maman et papa, décrivant clairement mes limites. Tu es en thérapie? Allais semblait surprise. Depuis environ 2 ans maintenant, ai-je admis. Ça m'aide à reconnaître certains schémas malsains dans notre dynamique familiale. Allais a remué son café pensivement. Comme la façon dont ils nous ont toujours traités différemment. Toi en tant que le responsable qui peut tout gérer, et moi en tant que la fragile qui a besoin d'être protégée. Sa perspicacité m'a pris par surprise. J'avais supposé qu'elle n'était pas consciente de la disparité ou qu'elle en bénéficiait trop pour la remarquer. Exactement comme ça, ai-je confirmé. Cela a créé une situation où mes limites ne sont pas respectées tandis que ton indépendance n'est pas encouragée. Parle-moi de ça, a-t-elle soupiré. Il me traite comme si j'étais complètement incapable de gérer cette grossesse. Chaque décision, chaque plan, ils prennent tout en charge comme si j'avais 16 ans au lieu de 29. Ce changement de perspective, passant de la confrontation l'un contre l'autre à la reconnaissance que nous luttions tous les deux sous le comportement contrôlant de nos parents, a changé toute la conversation. Pour la première fois peut-être en tant qu'adultes, Allais et moi étions de véritables alliés plutôt que des participants aux rôles assignés par nos parents. Alors, que veux-tu vraiment? Lui ai-je demandé directement. Pas ce que maman et papa veulent pour toi, mais ce que tu veux pour toi et ton bébé. Elle a semblé surprise par la question, comme si personne ne s'était soucié de lui demander sa préférence réelle. Je veux l'indépendance, a-t-elle dit, élaborant lentement sa pensée. Je veux créer un foyer stable pour mon bébé, mais selon mes propres termes. Je veux que Marcus soit impliqué s'il est prêt à assumer, mais je dois être prête à le faire seule si nécessaire. Elle a fait une pause, puis a ajouté, et je ne veux pas être traitée comme une enfant incompétente par nos parents pour le reste de ma vie. Tout cela semble tout à fait raisonnable, les jeux assurés.
Mais j'ai peur, Zion, a-t-elle admis. Financièrement, émotionnellement, tout. Je n'ai jamais été doué avec l'argent comme toi. La pensée du loyer, des dépenses pour le bébé, et de devoir tout faire seul. C'est écrasant. Cette vulnérabilité, authentique plutôt que l'impuissance performative que nos parents suscitaient souvent chez elle, m'a ému. C'était une ouverture pour un soutien réel plutôt que des solutions imposées. Et si nous abordions cela différemment, ai-je suggéré. Au lieu que tu emménages avec moi, et si je t'aidais à trouver ton propre logement? Je pourrais aider avec la caution. Peut-être aider avec le loyer pendant quelques mois jusqu'à ce que tu sois sur pied. Ses yeux se sont agrandis. Tu ferais ça? Bien sûr que oui. Tu es ma sœur et je veux aider. Juste pas en ignorant complètement mes limites. Ce serait incroyable, a-t-elle dit, un soupçon de sourire sincère apparaissant pour la première fois. Je me sentirais tellement mieux d'avoir mon propre espace, juste pour moi et le bébé. Nous avons passé l'heure suivante à regarder des annonces d'appartements sur mon ordinateur portable. Avec mon aide financière, elle pourrait se permettre quelque chose de décent dans un quartier sûr, non loin de chez moi. Nous avons créé un budget réaliste tenant compte des dépenses pour le bébé, exploré les options de garde d'enfants et discuté des possibilités de travail à domicile qui lui permettraient plus de flexibilité en tant que nouvelle mère. Et Marcus, ai-je finalement demandé. Où se situe-t-il dans tout ça? L'expression de Haley s'est assombrie. Honnêtement, je ne sais pas. Il a paniqué quand je lui ai parlé de la grossesse, mais il n'a pas complètement disparu. Il m'envoie des textos pour demander comment je vais, mais chaque fois que j'essaie de discuter de plans concrets, il devient vague. Lui as-tu parlé des plans de maman et papa, ai-je demandé prudemment. Mon Dieu, non, a-t-elle dit avec un petit rire. Ça le ferait fuir à coup sûr. Et, non seulement je suis enceinte, mais mes parents essaient de me faire emménager chez mon frère et de convertir sa chambre d'amis en nurserie sans lui demander. Vraiment rassurant pour un gars qui panique déjà à l'idée de s'engager. Son humour sur la situation suggérait une perspective plus saine que ce que je lui avais prêté. Cela a renforcé ma prise de conscience croissante que l'approche infantilisante de nos parents envers allait concerner plus leurs besoins que les siens. Peut-être devrions-nous lui parler, ai-je suggéré. Pas pour lui mettre la pression, mais au moins pour lui donner une chance de prendre ses responsabilités s'il le souhaite. Parfois, les gars ont besoin d'un peu de temps pour digérer les grands changements. Elle a réfléchi à cela. Peut-être qu'il n'est pas une mauvaise personne, juste effrayé. Et le fait que maman et papa le traitent comme s'il avait déjà échoué en tant que père n'a pas aidé. Au moment où nous nous sommes séparés, nous avions un plan concret. J'aiderais Haley à trouver un appartement avec un bail à court terme pour lui donner de la flexibilité. Nous rencontrerions Marcus ensemble pour discuter des possibilités de coparentalité sans pression ni jugement. Plus important encore, nous présenterions un front uni à nos parents, leur faisant clairement comprendre que nous avions notre propre solution qui respectait les besoins et les limites de chacun. La confrontation avec nos parents a eu lieu le week-end suivant, de nouveau chez eux, mais dans des circonstances très différentes. J'avais changé mes serrures, annulé la livraison des meubles, bien que cela m'ait coûté la compte non remboursable, et envoyé un email clair décrivant mes limites et les conséquences de leur violation. Les réponses avaient été prévisiblement émotionnelles, accusations d'égoïsme, de déloyauté familiale et déclarations dramatiques de chagrin parental. Mais j'étais resté ferme. Haley et moi sommes arrivés ensemble, un choix délibéré pour démontrer notre front uni. Mon père a ouvert la porte avec une expression glaciale qui suggérait qu'il considérait ma présence comme un privilège conditionnel plutôt qu'un droit. Nous sommes ici pour parler, ai-je dit simplement. Tous ensemble, en tant qu'adultes. Le salon était chargé de tension alors que nous nous installions. Les yeux rougis de ma mère suggéraient qu'elle avait pleuré, tandis que la posture rigide de mon père communiquait une colère défensive. Haley et moi avons travaillé sur une solution, ai-je commencé sans préambule. Une solution qui respecte les besoins et les limites de chacun. Nous n'avons pas besoin d'entendre parler de tes limites à nouveau, a interrompu mon père. On a compris. Tu n'aideras pas ta sœur. Ce n'est pas vrai, est intervenu Haley avec une fermeté surprenante. Zion m'aide, mais pas de la manière que vous avez décidé sans demander l'avis de l'un ou de l'autre. Sa défense de moi a clairement pris nos parents au dépourvu. Le scénario qu'ils suivaient, fille adorable abandonnée par un frère égoïste, ne correspondait soudainement plus à la dynamique réelle dans la pièce. Ensemble, nous avons exposé notre plan, l'appartement que j'aiderais Haley à obtenir, le soutien financier que je fournirais,
la discussion sur la coparentalité avec Marcus, et les limites qui nous permettraient à tous de soutenir Alec tout en respectant l'autonomie de chacun. Ça ne marchera pas, a immédiatement protesté ma mère. Alec a besoin de sa famille autour d'elle, pas d'un appartement impersonnel. Je serai à 5 minutes, ai-je souligné. Assez proche pour aider, mais avec des espaces de vie séparés. Et j'ai besoin de mon propre espace, maman, a ajouté Alec. Je suis sur le point de devenir mère moi-même. J'ai besoin d'établir mon propre foyer, pas d'emménager chez quelqu'un d'autre. Mon père a secoué la tête, peu convaincu. C'est inutilement compliqué. Notre plan était plus simple et plus économique. Votre plan ne tenait pas compte de ce que l'un ou l'autre de nous voulait réellement, ai-je répondu. Cette solution répond aux besoins de soutien de Alec tout en respectant ma maison et ma vie privée. La discussion a tourné en rond, mes parents soulevant des objections que Alec et moi avons calmement abordées. La percée est venue de manière inattendue d'une source que personne n'attendait. Au milieu de la conversation tendue, la sonnette a retenti. Ma mère a répondu et est revenue avec Marcus, l'air nerveux mais déterminé. Désolé d'interrompre, a-t-il dit, jetant un coup d'œil à nos visages surpris. Alec m'a envoyé un texto. Vous parliez tous des plans pour le bébé. J'ai pensé que je devais être là. La dynamique a changé instantanément. Mes parents, qui avaient rejeté Marcus comme étant peu fiable et non engagé, devaient soudain faire face à sa présence physique et à son intérêt apparent pour être impliqué. Je sais que j'ai paniqué au début, a-t-il adressé directement à Alec. C'était beaucoup à digérer, mais j'ai réfléchi à tout, et je veux faire partie de la vie de notre bébé. Une vraie partie, pas juste les week-ends ou autre chose. La conversation qui a suivi a entièrement transformé notre planification familiale. Marcus avait également exploré des options. Il avait regardé des appartements de 2 chambres qu'il pouvait se permettre avec Alec, recherché des employeurs favorables aux parents avec de meilleurs avantages, et même suivi un cours en ligne sur les soins aux nourrissons. J'ai toujours peur, a-t-il admis franchement. Mais je veux essayer de faire en sorte que ça marche, que nous élevions notre enfant ensemble, même si nous découvrons notre relation au fur et à mesure. Sa sincérité était palpable, et même mon père sceptique a semblé impressionné par sa volonté de faire face à la situation directement. À la fin de l'après-midi, un nouveau plan avait émergé. Alec et Marcus trouveraient un appartement ensemble, avec mon aide financière pour les dépenses initiales. Mes parents fourniraient un soutien pour la garde d'enfants au besoin, et je serais l'oncle impliqué que j'avais toujours prévu d'être, selon mes propres termes. Cette solution organique, collaborative et respectueuse de l'autonomie de chacun a accompli ce que la planification autoritaire de mes parents n'aurait jamais pu faire. Elle a créé un système de soutien durable pour Alec et son bébé tout en préservant les limites nécessaires à des relations adultes saines. Alors que Marcus et Alec partaient ensemble, discutant des visites d'appartements prévues pour le lendemain, j'ai vu ma mère les regarder avec un mélange d'émotions, fierté, inquiétude, et peut-être une touche de perte en reconnaissant que sa fille entrait véritablement dans l'âge adulte indépendant. Ça pourrait en fait mieux fonctionner, a-t-elle admis doucement à mon intention. La première reconnaissance que notre solution avait du mérite. Ça fonctionnera, les jeux assurés. Parce que tout le monde a eu voix au chapitre pour la créer, au lieu de se l'avoir imposée. Le premier dîner du dimanche après notre confrontation était indéniablement maladroit. La conversation est restée guindée, la politesse excessive de ma mère et l'engagement minimal de mon père créant une atmosphère qui ressemblait plus à une réunion d'affaires qu'à un rassemblement familial. Alec et Marcus y ont assisté ensemble, leur présence unie changeant la dynamique familiale de manière encore en cours de négociation. Comment se passe la recherche d'appartements, leur ai-je demandé, tentant de naviguer vers un terrain neutre. Nous avons trouvé un endroit, a annoncé Alec avec une excitation sincère qui a percé l'attention. 2 chambres dans ce nouveau complexe sur Riverside. Nous signons le bail la semaine prochaine. Le sourire de ma mère semblait légèrement forcé. C'est merveilleux. Bien que cela semble loin de tout. C'est à 10 minutes de chez Zion et à 15 de chez vous, a souligné raisonnablement Marcus. De plus, il y a ce terrain de jeu juste en face et c'est à distance de marche du cabinet de pédiatrie que nous aimons. Les considérations pratiques qu'il a soulevées, preuve d'une planification réelle plutôt que de décisions impulsives, ont semblé prendre mes parents au dépourvu. Ils s'adaptaient lentement et parfois à contre-cœur à la réalité que Alec et Marcus prenaient la responsabilité de leur situation plutôt que de céder le contrôle à l'autorité parentale. Au cours des mois suivants, un nouveau schéma s'est progressivement établi.
Le gel initial de la désapprobation a fondu à mesure que mes parents voyaient Alay et Marcus créer un foyer stable pour leur enfant à naître. Ma mère a redirigé son enthousiasme de future grand-mère vers des canaux plus appropriés, organisé une véritable fête de naissance, acheter des cadeaux pratiques avec permission, offrir des conseils lorsqu'on les lui demandait plutôt que de les imposer unilatéralement. Mon père a mis plus de temps à s'adapter, sa fierté encore meurtrie par ma résistance sans précédent à son autorité. Mais même lui a finalement trouvé sa place dans le nouvel arrangement familial, aidant Marcus à installer des dispositifs de sécurité pour bébé dans le nouvel appartement et offrant des conseils financiers prudents lorsqu'on les sollicitait. Ma relation avec Alay s'est approfondie de manière inattendue. L'expérience partagée de s'opposer aux tendances contrôlantes de nos parents a créé un nouveau lien entre nous. Nous avons commencé à nous voir régulièrement pour le déjeuner, juste nous deux, construisant la relation fraternelle adulte que nous n'avions jamais vraiment réussi à établir auparavant. Tu sais ce qui est bizarre, a-t-elle commenté lors d'un de ces déjeuners, sa grossesse étant maintenant dans son 3e trimestre. Je pense que maman et papa me respectent en fait plus maintenant que je prends mes propres décisions au lieu de simplement suivre leur plan. Ils s'adaptent à nous voir comme de vrais adultes, ai-je convenu. C'est inconfortable pour eux, mais nécessaire. Je n'aurais jamais eu le courage de m'opposer sans te voir le faire en premier, a-t-elle admis. Tu as en quelque sorte rompu le charme pour nous tous. 5 mois après notre confrontation du dîner du dimanche, ma nièce Elisa est entrée dans le monde. 3,3 kilos de nouvelle vie qui ont instantanément réorganisé toutes nos priorités. La salle d'attente de l'hôpital représentait notre nouvelle dynamique familiale et notre espace physique. Mes parents faisant les 100 pas nerveusement, Marcus alternant entre la salle d'accouchement et les nouvelles à la famille en attente, moi fournissant calmement un soutien pratique en coordonnant les livraisons de nourriture et en répondant aux messages de la famille élargie. Quand j'ai finalement tenu ma nièce, ses minuscules doigts s'enroulant instinctivement autour de mon pouce, la tension restante de notre conflit familial a semblé soudainement insignifiante par rapport à cette nouvelle vie que nous allions tous aider à nourrir. Les limites que j'avais lutté pour établir n'ont pas diminué mon amour pour cet enfant ni mon engagement à être présent dans sa vie. Elles ont simplement assuré que cette présence serait saine et durable plutôt que pleine de ressentiments et imposée. Au cours de l'année qui a suivi la naissance d'Elisa, notre famille a trouvé un nouvel équilibre. Alay et Marcus naviguent la coparentalité avec les défis et les joies normaux de la nouvelle parentalité, parfois ensemble romantiquement, parfois séparés, mais toujours unis dans leur engagement envers leur fille. Mes parents ont embrassé leur rôle de grands-parents avec un enthousiasme tempéré par un nouveau respect des limites, vérifier avant de rendre visite, demander plutôt que de diriger, offrir de l'aide sans présomption. Oh my Damn. god. Oh, I just got back and you're all dead. Yeah, because you didn't heal me. I'm not a healer. Hey, yo, let me suck them toes real quick. Hey, yo, let me suck them to what? Can't see the chat. Ah. He's so annoying. I got stunned like twice, 3 times. What do you mean? GG, no peel. What the fuck? How do I get this shit off of this? Do I have to peel? What? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, no. sir. Sir. Oh, I do. Thanks for the biddies. Wah! Wah! Stupid Deadpool. What's going on here? I don't know. Bunch of 12-year-olds in chat. Oh, I thought that was our team.
What do you mean I got eaten? Where did they go? Thanks for the 3 meetings, Andrew. I appreciate it. Get me out of there. Oh, we lost. I was almost there. Almost there. What's going on? I don't know. Why is everyone in like such a terrible mood? A bunch you of mad? negative Nancys. Literally, a bunch of party poopers. Freaking poop smellers. Someone's broke. He's offensive. This is I've never Yo. seen someone so miserable. No. Doo-doo. Dude, your first comment? Doo-doo. What do you mean, doo-doo? Where'd the toxic go? Did she leave? She left the Discord. Oh. Oh, okay. God. It's okay, Duck. I know Toxic just hates us. I know. I know. What? Oh. The audio kept on glitching. Oh,